Bonjour et bienvenue au cours de statistique non paramétrique. Donc nous commençons aujourd'hui un nouveau chapitre qui va parler de la régression non paramétrique. Il s'agit d'estimer des fonctions, mais contrairement au chapitre précédent où nous avons des densités de variables aléatoires, et ici c'est des fonctions plus générales. Qu'est-ce que c'est que la régression? La régression, ça veut dire estimer et expliquer les valeurs de certaines variables y à partir des informations contenues dans une variable x. X, par exemple, ça peut être un état de santé, par exemple l'état d'insuline dans le sang, qui peut être prédit, expliqué à l'aide des variables, d'autres variables telles que la concentration de molécules, la pression du sang, etc. Ou Y peut être par exemple le niveau de diplôme qu'on explique à l'aide de l'âge, du sexe, du revenu de parents, métier de parents, etc. Vous voyez que X et Y, c'est pas complètement indépendante, mais c'est pas exactement trop lié non plus. Donc il y a des informations sur Y que X donne, mais pas toutes les informations. Donc pour des raisons techniques, on va supposer que la variable Y est intégrable et on va noter la fonction, l'espérance conditionnelle de Y sachant X, on va la noter, elle est représentée par une fonction R de petit x. X, ça va être une des valeurs que grand X prend. On sait que cette représentation est possible à cause de la définition de l'espérance conditionnelle. L'espérance conditionnelle, c'est tout ce qu'on peut savoir sur Y à partir de X, donc c'est cette fonction R de X auquel on s'intéresse dans ce chapitre-là. Très bien. Comment on peut prédire R de X? On a plusieurs couples x1, y1, xn, yn de réalisation de cette variable jointe x, y. On va supposer que ces réalisations sont indépendantes et on va estimer la fonction R. Quelques petits rappels de vocabulaire. Donc y sont les variables à expliquer, ou les variables réponses, ou les variables de sortie, alors que x constitue les variables explicatives. On parle aussi de design, ou covariables, ou variables d'entrée. Ensuite, comment on fait cette modélisation-là? S'il y a une fonction R de x, c'est parce que, par définition, y va être égal à R de x plus un epsilon, avec la propriété que espérance conditionnelle de epsilon sachant x égale 0, ça c'est une des propriétés de l'espérance conditionnelle. Et donc, pour cet échantillon-là, on va noter y égale R de xi plus epsilon i. Epsilon i vont être les erreurs. On sait que la moyenne des epsilon i sachant xi est nulle, et donc en particulier la moyenne des epsilon est nulle. C'est une application de cette relation-là. Epsilon i c'est toutes les autres choses qu'on ne saura jamais. On saura juste les x, epsilon i ça désigne tout le reste. Donc pour nous c'est une sorte de bruit qu'on ne pourra plus modéliser davantage. Et donc on peut mettre quelques hypothèses, mais on ne saura pas plus sur les epsilon i. Donc l'hypothèse qui est assez forte, mais qui est bien utile dans les parties techniques qui nous intéressent, c'est que la variance de epsilon i est la même. Ça, à la limite, c'est pas très dramatique, mais elle est finie. Donc finalement, on estime une fonction. Avant, on a estimé une densité, mais on reverra les mêmes choses, par exemple la validation croisée, etc. Première idée, c'est l'estimation moindre carré, EMC. Comment ça se fait ça de manière paramétrique? Premièrement, un petit rappel du modèle linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire modèle linéaire? C'est un modèle où la fonction R est linéaire. Ça veut dire que si x est égal à x1, x2 jusqu'à xp, appartient à R puissance p, alors R de x, ça va être bêta 0 plus bêta 1 plus bêta jusqu'à bêta p xp. C'est juste une fonction linéaire, tout simplement. Alors R de xi, ça va être la même chose, mais appliquée aux variables composantes de x, xi1, xip. Ça peut s'écrire aussi x transposé bêta
Mais attention, ici, on a fait démarrer le xi par le nombre 1, d'accord? Donc faites attention à cette notation-là pour être sûr qu'on sait de quoi on parle. Pour être plus précis, voilà, j'ai écrit la matrice X qui sont toutes les observations. Ça, c'est la première ligne, la première observation. En fait, les observations sont x en 1 jusqu'à x en p. Et puis la dernière, c'est xn1, xnp. D'accord? Et là, ça va être les coefficients de régression. Tout ce qui est à connaître, c'est le vecteur bêta. C'est donc un problème de paramétrie puisqu'il dépend d'un nombre fini de valeurs. Comment on l'estime? On l'estime en minorant l'erreur. Ça veut dire x bêta, c'est la prévision, et y, c'est les vraies valeurs. Et donc, on va trouver les bêta qui minimisent cette erreur. Attention, x est une matrice, la matrice de toutes les observations. Ça veut dire, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va minimiser la distance entre y, i, et la prévision des x avec les données bêta, avec les paramètres bêta. C'est un problème matriciel. Là, c'est une matrice, et puis bêta, c'est un vecteur. Il s'écrit sur une forme, on peut montrer qu'en calculant le gradient de ce gros problème, finalement, on aura un système linéaire à résoudre sous l'hypothèse que la matrice X, de la matrice X, on a éliminé toutes les données redondantes qui ne vont pas servir à grand chose. Et donc, ça veut dire que si la matrice X transposée X est inversible, alors R de X, il a une fonction, il a une valeur, en fait, bêta chapeau, c'est la solution de cette équation-là, avec des matrices un peu compliquées. Toujours est-il qu'on a un système linéaire à résoudre. Et donc, finalement, une fois qu'on l'a résolu, l'estimateur, c'est R chapeau, qui est un estimateur linéaire. C'est tout sur la méthode linéaire. Petit exemple, hauteur des eucalyptus. On veut ici quantifier le volume de bois fourni par un arbre. Mais pour avoir le volume, il faut connaître la hauteur. Mais parfois, il est impossible de connaître la hauteur. Peut-être qu'il est très haut, il est dangereux, il y a trop d'arbres à côté. Alors, une mesure qui est plus facile à avoir, c'est la circonférence. Par exemple, à 1 mètre du sol à 2 mètres du sol. Et donc, on cherche une formule qui relierait la hauteur à la circonférence. Voyons d'abord une représentation graphique. Là, c'est circonférence, ça, c'est la hauteur. On voit bien qu'il y a quand même une partie qui est assez linéaire, et donc on se dit, une régression linéaire, ça ne peut pas faire du mal. Les données, il y a des données disponibles en abondance, donc n égale 1429. On peut faire une régression linéaire. Je vous invite à tranquillement regarder dans le poly le code R, par exemple. Il y a aussi dans plein d'autres langages, SAS, Python, etc., possibilité de faire ces régressions linéaires. Il y a, voilà, c'est une procédure simple à faire. Par contre, on se rend compte que finalement, ici, c'est pas quelque chose d'exactement linéaire. On voit il y a une certaine courbure qui apparaît à 0. Alors, une deuxième idée, c'est de se dire, bon, mais peut-être, finalement, cette fonction n'est pas complètement linéaire, mais il y a un terme racine de x. Et donc, dans la régression, on peut introduire encore ce terme racine de x. Et par exemple, R, ça s'écrit hauteur, tilde, circonférence, plus, et là c'est la fonction, quoi, i de racine de x. Et ça peut se faire, et puis on peut faire des représentations graphiques de l'erreur, de l'intervalle de confiance, etc. On voit que bon, c'est une procédure qui se déroule facilement. Très bien. Dans un modèle linéaire, on peut rajouter d'autres, je
sais pas, logarithme exponentiel, etc., pour améliorer ce genre de prévision. En général, effectivement, peut-être que le terme linéaire il est suffisant, peut-être qu'il n'est pas suffisant, peut-être qu'il faut mettre un terme quadratique, un terme cubique, etc. Donc on peut se dire, bon, en toute généralité, enfin, une première étape de généralité, c'est de se dire, peut-être qu'on peut mettre un polynôme. Et alors, les coefficients, ça serait le θ1, θ2, θ3, si on est en dimension 1. Tout à l'heure, on n'était pas en dimension 1. Pour l'exemple, oui, mais pour le bêta, non. Mais bêta, il y en avait plusieurs paramètres, mais qui prenaient en compte seulement la partie linéaire de la dépendance. Et là, on peut mettre par exemple des parties quadratiques, cubiques, etc. Chaque partie qu'on va ajouter, ça ajoute un paramètre. Comment choisir où s'arrêter? Donc, bien sûr que ce M-là, il y a deux arguments pour le choisir. Premièrement, par exemple, si on choisit degré 2, ça serait θ1, θ2 chapeau, θ3 chapeau, avec ce type de modèle. Quelles sont les variables Z qui est égal à X et ZI2 qui est égal à X carré. Et le modèle c'est θ1, θ2, θ3 plus epsilon. Epsilon ayant des propriétés qu'on a déjà vues. Et voilà la commande par exemple qui permet de faire la régression linéaire. De manière générale, on peut dire oui. Bon, peut-être que les polynômes c'est pas ce qu'on veut. Peut-être qu'on veut par exemple une base de Fourier, une base d'ondelette. On peut voir plein de fonctions qui soient les fonctions les mieux adaptées à notre problème. Et donc en toute généralité, il y aura des fonctions ici. Pour l'instant, on suppose que c'est une variable. La dimension est 1, mais on peut aussi travailler avec une dimension plus importante. Et ce qu'il faut estimer, c'est les paramètres θ. Comment on estime ceci? C'est pareil qu'avant. Donc, ce qu'il faut, il faut connaître φj un xi. Ça va former une matrice. On va supposer qu'elle est de rang entier, de plein rang. Et avec ces connaissances, on va trouver les coefficients θ comme étant la solution d'un problème linéaire. On va obtenir donc les θ chapeaux qui sont la solution, et voilà le résultat, ça veut dire ce qui va être utilisé en prévision. On revient à la question comment on choisit le M. Il y a deux arguments, je disais, il y a l'argument de d'abord, est-ce que c'est bien de mettre M grand? Oui, c'est bien de mettre M grand pour mieux approcher la fonction R. Plus on ajoute de fonctions phi M, mieux ça se passe, parce qu'au pire, on peut mettre les paramètres tous à 0 à partir d'un certain M, ou au contraire les raffiner pour que ça s'approche au mieux. Donc, M grand, c'est bien pour la précision. Par contre, plus M est grand, plus la variance augmente. Donc ça va dans l'autre sens. On a vu, il y a des choses que vous avez peut-être déjà vues dans d'autres cours. En fait, le biais et la variance, et on a vu aussi dans le chapitre précédent, se comportent de façon contraire vis-à-vis de M. Quand M est grand, le biais décroît, mais la variance croît. Donc, il faut trouver un équilibre. On verra aussi lors de ce chapitre comment ceci se fait. Mais pas dans ce cadre-là, on va passer à un cadre un peu plus différent. Très bien. Quel est ce cadre différent? Donc on sort de cadre nécessairement pile polynomial, on va parler de l'estimateur Nadaraya-Watson. De quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'une réécriture de l'espérance conditionnelle. Donc on a à notre disposition les variables xi, yi. Très bien. C'est un couple qui admet une densité en fonction des valeurs prises. Ici, on suppose que xi et yi sont en dimension 1 pour simplifier.
Très bien. Il y a aussi une loi marginale de petit x, par exemple, qui n'est rien d'autre que l'intégrale de f de x, y, dy par rapport à la variable, c'est marginal par rapport à la deuxième variable, de la densité de couple. D'accord? Donc fx est la densité de x. Alors on sait que dans ce cas-là, l'expérience conditionnelle du y sachant x s'écrit de la chose suivante, de la manière suivante, c'est le moment de cette fonction, c'est le moment de la variable y conditionnelle à la valeur x, ça veut dire que c'est l'intégrale de y f de xy dy divisé par une constante qui peut sortir de l'intégrale, qui est cette intégrale calculée pour cette valeur précise de petit x. D'accord? Donc remarquez que le petit x, il est là à gauche, et là à droite, c'est le même. Il n'y a pas d'intégration sur lui. C'est une constante d'intégration se fait sur y. Très bien. Donc il s'agit de deux densités, f de xy et fx de petit x. On a vu déjà au chapitre précédent comment estimer les densités. Voilà. Si on a donc deux estimateurs de densité, un estimateur pour f, un pour fx, il suffit donc de poser, bien sûr, lorsque celui-là, l'estimateur, donne 0, il faut choisir 0. Mais lorsque l'estimateur est non nul, qu'est-ce qu'on peut choisir? On va choisir cette intégrale de yfn de xy, intégrale par rapport à y, au point x où on cherche à calculer la fonction de régression. Très bien. Qu'est-ce que ça donne pour les estimateurs de chapitre précédent? Les estimateurs de chapitre précédent, c'était les estimateurs en noyau d'un ordre arbitraire. Et donc, dans ce cas-là, pour le couple XY, l'estimateur en noyau, bon, c'est une somme sur tous les couples XI, YI de l'estimateur en noyau K, et donc c'est une somme K, XI moins X sur H, YI moins Y sur H, 1 sur N. Et puis ici il faut diviser par H carré, pourquoi? Parce qu'on est en deux dimensions, il y a deux variables. Donc on n'est pas sur un intervalle, on est en deux dimensions, on est dans un plan, et donc on travaille avec des intégrales doubles, si vous voulez vous rappeler d'où ça venait d'une sorte d'intégrale. L'intégrale va se faire sur le carré, donc c'est l'air qui nous intéresse ici. Donc c'est pour ça qu'on divise par H2. Quant à l'estimateur de petit x, la densité de petit x, lui c'est pile l'estimateur qu'on a vu la dernière fois. Bah, le volume d'une certaine manière d'un petit segment, c'est h, et puis donc ça va être 1 sur n, 1 sur h, somme de k de x moins x divisé par h. On va voir deux propriétés importantes de cet estimateur-là. Premièrement, une formule de calcul. Si k est une proposition, si k est un noyau d'ordre 1, alors pour tout x, voilà, qu'est-ce que c'est que la régression? Lisons un tout petit peu ici les termes. Donc ici, c'est la somme des valeurs du noyau. Donc si cette somme est non nulle, on divise par celle-là. Ici, un O, c'est une sorte de moment par rapport à ces noyaux. Voyons d'où chaque terme provient. Fn chapeau, c'est la même chose que cette somme nulle parce qu'en fait les deux sont un facteur multiplicatif près, c'est le deuxième divisé par NH, c'est le premier. Donc en fait ça, quand il est nul, est équivalent à celui-là nul. Donc on a bien dans le deuxième cas les formules de Rn chapeau, celle-là de la proposition et la formule d'ici, de la fin de la page précédente, sont la même chose. Quel est-il du cas le plus intéressant, d'une certaine manière, quand fnx chapeau au point petit x n'est pas nul? Mais alors, il est égal à ça. Et rapportons maintenant les définitions. Qu'est-ce que c'est que le terme de no? C'est y, 1 sur nh carré, somme sur i de k x moins x sur h, k de y moins y sur h, dy.
dans le premier terme, lui aussi, il a une formule. Ça va être celui-là, divisé par un h. Donc un h, il apparaît en haut maintenant. Il est ici. Très bien. Donc on voit que donc ici on a fait que juste sortir ce terme dans l'intégrale parce qu'il ne dépend pas de tout du y. Et donc dans l'intégrale il est resté y k de y moins y divisé par h de y. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ces termes? Ces termes vont simplifier et va rester un 1 sur h finalement. D'accord? Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Et quand on est arrivé à ce point, on remarque que tout ce qu'il faut, c'est de calculer ce terme. Parce que si on l'a fait, ben on est arrivé à la formule, surtout si on arrive à montrer que c'est égal à y. Mais pourquoi il serait égal à y? Voyons un tout petit peu. Donc c'est le terme auquel on s'intéresse, c'est celui-là. C'est ce terme. Pourquoi il est égal à y? Voyons un peu. Donc on le remet ici. Et on fait un changement de variable. Ce qui est dans la fraction, on le note u. Donc finalement, on a k de u. Très bien. Alors petit y, ben, puisque ça c'est u, alors petit y c'est quoi? C'est, on multiplie tout le monde par h, ça veut dire grand y moins y égale u fois h. Ça veut dire que petit y égale y moins uh. Très bien. Et dans ce cas-là, dy égale à h du. Parce que, et donc finalement, on a 1 sur h, il va simplifier. Et donc on a y intégrale de k, pardon, moins h u k. Le premier terme, il est égal à 1 parce que tout ce qui est l'intégrale ici par définition de noyau est égal à 1. Alors que le deuxième terme par définition de noyau, puisque c'est un noyau d'ordre 1, c'était l'hypothèse de notre théorème, notre proposition. Désolé. Donc on disait c'est un noyau d'ordre 1, ça veut dire que le moment d'ordre 1, d'une certaine manière, il s'annule. Ça veut dire que tout ce qui est un rouge, il est nul. Donc finalement on trouve bien le y et donc la formule. Comment ça se comporte ces estimations? C'est pas magique, hein, ça peut marcher plus ou moins bien en fonction à nouveau de la fenêtre, d'une certaine manière. Par exemple, supposons que le cas c'est le noyau triangulaire, c'est une sorte de constante. Alors, qu'est-ce que c'est que R de x? R de x c'est la moyenne des y pour les cas, pour les grands xi qui tombent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est en train de calculer k de grand xi moins x divisé par h, s'il est entre moins 1 et 1. Et donc, il y a deux cas extrêmes. Est-ce que la fenêtre elle est très 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 grande? Alors tous les xi vont se trouver là-dedans. Et donc dans l'intervalle, il y aura tout le monde. Donc R chapeau va être la moyenne des y tout court. Et donc c'est une fonction constante. Elle ne va pas dépendre de petit x, ce qui est un peu dommage. H tout petit, ça veut dire que ces fenêtres-là sont toutes petites. Et donc, en fait, sauf à tomber pile sur la valeur de xi, on aura en fait très peu de chances que les xi tombent là-dedans, tombent dans cette fenêtre-là. Plus précisément, il y a un h qui est inférieur au minimum de voilà, xi moins x, tel que si h est plus petit que ça, alors r de x égale 0 puisqu'il n'y a personne là-dedans. Et donc l'estimateur, il va être très oscillant. Quand on tombe pile sur une valeur xj, alors il va dire ah, r de xj égale yj. Et dès qu'on sort un tout petit peu, bah, il va être 0. Donc il va avoir des valeurs qui renseignent pas tellement finalement. Donc les deux extrémités sont pas si bonnes.
Et donc, le travail de trouver la bonne fenêtre, elle est important parce que c'est la qualité de l'estimation qui en dépend. Petite remarque, les propriétés de R chapeau sont des conséquences, découlent des propriétés de K, parce que c'est des sommes, en fait, sont des sommes à poids de fonctions de type K. Et donc en particulier, si on a choisi un noyau continu, R chapeau il va être continu dérivable en fonction de la régularité qu'on aura choisie. Donc ça peut se voir par cette réécriture. C'est les YI fois les fonctions W, avec W étant égal à cette partie-là, ces définitions-là. Bien sûr, il y a aussi des situations, par exemple la densité de X est connue. Juste une petite remarque donc, sur la partie locale. Donc effectivement, la fenêtre, elle délimite quelles sont les variables qui entrent dans l'estimation d'une valeur de Y donnée. Donc, d'une manière générale, donc, cette écriture-là nous renseigne que de toute façon, on a les variables Y qu'on va combiner. On va combiner comment? Avec ces poids. Les poids, ils dépendent du X. Ils ont la propriété, si on regarde la formule, que la somme des poids est égale à 1. Donc finalement, c'est une moyenne pondérée. Et quelles sont les valeurs qui ont la pondération la plus importante? Ce sont les valeurs qui sont les plus proches, les X, les YI, qui correspondent à des XI, proches de petit x. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une méthode locale. C'est une méthode locale parce que c'est une méthode qui met beaucoup d'accent sur les valeurs proches de petit x courant et les valeurs éloignées comptent moins. Alors que la méthode de la régression linéaire, par exemple, c'est pas exactement la même chose. Les valeurs éloignées comptent. Donc, petite remarque avant de passer à une autre propriété. Lorsqu'on connaît la densité fx, par exemple, on sait que, je sais pas, c'est une variable normale, etc., bien sûr qu'il est préférable de l'utiliser. Et donc, dans ce cas-là, on change la formule. Donc, on met intégrale de yfn chapeau de xy, et puis divisé par la densité connue qu'on aura là-dedans. D'accord? Et donc, petit exemple, qu'est-ce qui va donner ici pour un noyau d'ordre 1, par exemple, ça va être ça, la forme 1 sur nh fx, x la densité connue, somme de yi k de xy sur h, etc. Donc voyons ce qui se passe lorsque f d'x est connu, justement. Donc on va s'intéresser aux propriétés de l'estimateur. Et voilà une proposition qui nous renseigne à ce titre. Donc on suppose la densité fx connue. Donc on s'intéresse à un noyau d'ordre 1 avec quelques hypothèses. Bien sûr, densité, elle est toujours positive ou nulle, mais on va supposer qu'elle est strictement positive. Deuxièmement, on va supposer que la densité et le R sont continuants, sont de classe C1, donc continuellement dérivables autour d'un point petit x, dans un intervalle x moins epsilon, x plus epsilon. Là-dedans aussi, on suppose qu'on peut estimer l'accroissement de la fonction f, ça c'est la densité bivariée, donc f de x plus u moins f de x, dans tout point y, par une fonction m, avec les propriétés suivantes. M, il a, si vous voulez, une sorte de moment d'ordre 2, donc intégrale de y carré m de xy fini. Et on va supposer également que la variable y a un moment d'ordre 2 fini, ça veut dire y2 f de xy fini. On va supposer en plus que
le noyau il a un support borné, ça veut dire par exemple moins 1 et de carré intégrable. Sur ces hypothèses, on peut montrer la chose suivante. Il existe une constante telle que l'erreur d'ordre 2 soit plus petite que ce terme. Ce terme il contient deux choses différentes. D'abord une constante qui dépend de x, de point, un terme h carré qui va être typiquement le biais, on disait que le plus h est petit, plus on est précis, et puis en termes de type variant, ça va être 1 sur nh. Et en particulier, on a vu déjà, on va revoir, si on choisit n pour optimiser ce terme, ça veut dire h de l'ordre n moins un tiers, alors il existe une constante telle que l'erreur soit plus petite que cette constante. C'est pas une dérivée, mais c'est une deuxième constante, dépend de x, fois 1 sur n puissance 2 tiers, si vous voulez, fois n puissance moins 2 tiers. Voilà la démonstration. La démonstration utilise à nouveau la décomposition, erreur égale biais au carré plus variance. Voyons les deux termes. Pour le biais, il se trouve qu'on aura besoin de toute façon de démontrer ça. Donc pour l'instant, on considère que c'est vrai. Donc on va supposer que la variance du y1, k, etc. c'est borné. Et en particulier, ceci implique la moyenne du module. Cette chose-là, elle est finie. Donc calculons le biais. Pour calculer le biais, il faut prendre les deux parties. Donc le parti Rn chapeau et ensuite la partie R de x. Rn chapeau. Par la définition, Rn chapeau c'est 1 sur h, fx de x, somme de y, k de x, moins x sur h. Très bien. Ensuite, tous les xi sont indépendantes, mais encore mieux, identiquement distribuées. Et donc, finalement, dans cette somme-là, comme il s'agit d'une moyenne, on peut en retenir qu'un, par exemple, y1. Très bien. y1, x1, ils ont la densité f. Donc, l'espérance qui est ce terme-là peut s'écrire comme une intégrale double de y, k de y moins x sur h, f de termes qui convient. Attention à faire la distinction ici entre ce terme qui entre dans la définition de la densité et le petit x qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas écrire dx, dy, quoi. Parce que x c'est une valeur bien déterminée, c'est le point courant autour duquel on fait toutes les estimations dans ce terme. Donc y il a pris la valeur petit y qu'on va muette et x il a pris la variable muette t ici. Bon. Il y a le même changement qu'on fait d'habitude, t moins x divisé par h, donc tout ce qui est à l'intérieur de k, on va le noter par v. Quand on fait ce changement, y il reste y, c'est le t qui va changer, va devenir x plus vh, et puis dt va devenir v fois, enfin dv fois h. Il va simplifier avec un h d'ici. D'accord, qu'on ne voit plus. Fini pour ce terme. Deuxième terme, la vraie estimation, enfin celle qu'on cherche, estimation moyenne conditionnelle de y sachant x, par définition c'est cette intégrale, le terme de transfert, et donc la densité fy, y sachant x, c'est écrit comme le rapport des deux densités. Donc finalement, si on a Rx, Fx de x, ça va être juste cette intégrale-là, ici. Et en plus,
on peut faire comme tout à l'heure, on se doute qu'on aura peut-être besoin de calculer R de l'incrément, donc juste en particulier si on a R de x plus VH, f de x plus VH, c'est la même chose, c'est juste on met x plus VH là-dedans. D'accord? Ça c'est vrai pour tous les x, en particulier pour x plus VH. Très bien. Et donc, continuons notre calcul. Dans notre espérance, dans notre biais, il y a la différence. Il y a la moyenne de la différence, donc au carré. Le deuxième terme, R de x, n'est pas une variable aléatoire. Petit x, elle est donnée ici. Donc c'est l'espérance que dans le premier qu'elle est importante. Dans le deuxième, on peut le sortir. Donc le terme qui nous intéresse, le biais, est égal à l'espérance de Rn tilde moins R de x. Rn tilde, on a vu, c'est le premier terme. R de x, c'est le deuxième terme. Donc, où est-ce que les deux diffèrent? Déjà, il y a une petite astuce. Ici, il y a un cas, et là, il n'y a pas de cas. Donc, on peut tout de suite introduire un cas parce que de toute façon, l'intégrale de k est égale à 1. D'accord? Donc, on peut l'introduire là-dedans. Et alors, on a des termes qui sont similaires. kv f de x plus vh, kv f de xy. D'accord? On voit encore que dans cette partie-là, on peut l'écrire de cette manière. On a vu la formule tout à l'heure, on l'a écrite. F de xy, aussi c'est R de x, f de x. D'accord? Et quand on a fait cette manipulation-là, on voit qu'il y a le kv qui est terme commun à tout le monde. Il y a f de x plus vh, moins f de x, plus f de x. Voilà, ici, plus f de x moins f de x, et là, on laisse le dernier. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme formule? La formule, elle est, pour l'instant, il y a deux termes. Il y a le terme R de x et R de x plus VH. D'accord? Donc, le premier terme, on le garde. Il y a le deuxième terme qu'on va devoir comparer avec l'autre. Donc, on voit qu'il y a f de x en commun, mais il y a R de x et R de x plus VH. Et donc, c'est ça ce qu'on met. C'est ça l'incrément. Donc, on comprend maintenant, avec cette écriture, d'où ça viennent les diverses parties des hypothèses. On voit bien qu'on a envie de majorer ça par quelque chose, on a bien envie de majorer ça par quelque chose. Au passant, les intégrales, qui est des intégrales sur moins infini, infini, sont passées en intégrale de moins 1, 1. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'intégrer dv, et le noyau, il est défini sur moins 1, 1 par hypothèse. Donc, il n'y a pas besoin d'intégrer ailleurs. Et donc, ici, on applique les inégalités concernant la fonction f et la fonction r. Et donc, on majore par une constante de x fois u, qui est l'incrément dans les deux cas, avec u égale vh pour nous. Et donc, on est arrivé à montrer quoi? La première, c'était plus petite que vh, c'est du x sur f de x. Et l'autre, c'est à nouveau hv, avec plein de modules, mais qui comptent pas, enfin, qui comptent pour le v, mais pas pour le h. Et donc, ça nous donne le terme. On voit bien que c'est une grande constante fois h qui sort devant. D'accord? Et donc, tout est borné, à part, enfin, aussi bien, mais ça donne une grande constante fois h. D'accord? Fini pour le terme de biais. On voit qu'on est conforme aux attentes, parce qu'on avait le biais au carré, nous on a trouvé h, et donc au carré ça fait bien h carré. Il reste le terme de variance.
La variance de qui? De cet estimateur. Donc il n'y a que la partie aléatoire qui compte là-dedans, donc c'est le Rn tilde qu'on cherche, et ça c'est la formule de Rn tilde. D'accord, c'est le rappel, fx il est connu là-dedans. C'est la même technique, à savoir, ici c'est une somme de variables indépendantes identiquement distribuées. Donc la variance est n fois la variance d'une d'entre elles. Les constantes, x à nouveau c'est une constante pour nous pour l'instant, sort devant. Donc on a n carré, h carré, f chapeau, fois la variance de ce terme. La variance de ce terme, c'est une égalité qu'on a déjà vue plusieurs fois, ben, elle est majorée par l'espérance du terme sur la variance au carré. Donc on récupère y1 carré, k au carré de x1 moins x sur h. Très bien. Ça veut dire quoi? Ben, ici, on peut utiliser donc l'espérance, c'est une intégrale si on connaît la densité. D'accord? Donc y on remplace par petit y. À nouveau ici, c'est la même technique. Attention, c'est pas le petit x qui peut nous servir de variable d'intégration muette, mais c'est un t. Et puis f de ty dt dy. On voit que ça commence à se voir la nécessité d'avoir par exemple le moment d'ordre 2 borné. D'accord? Même changement de variable qu'on a utilisé plusieurs fois, donc t moins x sur h égale à v, donc on retrouve y carré k au carré de v, f de x plus vh, y dv dy. Il y a un h qui s'est simplifié quand on a passé de dt à dv. D'accord? Donc, voilà notre variance. Dans cette variance-là, il y a toujours ce terme qui nous gêne un tout petit peu. D'accord? Et donc, on va dire, ah, mais f de x plus vh, ça c'est un peu l'incrément par rapport à la position initiale qu'on a. Donc, ce que je peux faire, c'est de dire f de x plus vhy, il est à peu près f de xy plus une constante. D'accord? Donc, f de x plus vhy inférieur à f de xy plus m fois epsilon. Et donc, variance, elle est inférieure à 1 sur nh f chapeau x, y carré, k au carré, et là, il y a deux termes. Il y a le terme mxy epsilon, il y a le terme f de xy. Plein de choses peuvent sortir devant. Il y a un petit epsilon qui sort devant. Ici, il y a une intégrale de h k par au carré, parce qu'on voit bien qu'il n'y a plus de v dedans, qui est sorti lui aussi devant. D'ailleurs, il est sorti d'ici et de là aussi. Donc là, on récupère le terme, le moment d'ordre 2, et là, on récupère quelque chose de similaire sur m. Et donc, avec les hypothèses qu'on a prises, tout ce beau monde ici, ça compte pour une constante, c'est majoré par une constante, il reste 1 sur nh. D'accord? Et donc finalement, vers quoi on est arrivé? Ben voilà, la variance plus petite que ça. Le premier terme, on a vu le biais inférieur à h, donc finalement cela c'est inférieur à h carré. Et donc voilà la première partie de la proposition. Pour équilibrer les deux termes, c'est une discussion qu'on a déjà eue. Il suffit de se rendre compte que c'est h carré et nh qu'il faut équilibrer. Donc, on doit les mettre à peu près du même ordre. Donc, on peut carrément écrire égalité. C'est pas exactement ça qui est l'optimum, mais comme ordre de grandeur, ça suffit. Et donc, on peut écrire h carré égale 1 sur nh, et ça veut dire h égale 1 sur racine troisième de n. Donc, si on choisit une fenêtre de cette taille-là, h étoile égale cn moins 1 tiers, alors on aura les deux termes sont de l'ordre n moins 2 tiers, parce que là, ça se voit directement, et puis 1 sur nh fois h égale, on aura n puissance 1 moins 1 tiers. Donc on a 1 sur n puissance 2 tiers, ça veut dire n moins 2 tiers. Donc ça finit la démonstration
de notre deuxième propriété. On verra le cours suivant d'autres propriétés de ces estimateurs.